Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Arfis pour cette 3e édition de Juste à temps. Alors ce matin, on vous parle de distribution. Comment passe-t-on de la production d'un film à la diffusion en salle de cinéma jusqu'à nos écrans de télévision et quels sont les enjeux de la distribution? Alors nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec des invités qui sont des professionnels du secteur bien sûr et des invités qui se trouvent actuellement en loge puisqu'ils sont en train d'être maquillés et on va aller leur faire un petit coucou. Est-ce que messieurs, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on prend soin de vous? Tout a l'air d'aller super bien. Alors comme hier, nous sommes en live sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à interagir avec nous, surtout posez vos questions puisque l'une d'entre elles sera retenue et posée à l'un de nos invités en toute fin d'émission. Et également en fin d'émission, je recevrai sur ce plateau 2 personnes pour un petit jeu concours. Il y a 2 places en 4DX à gagner pendant ce jeu. Donc restez très attentifs parce que les réponses se trouvent dans l'émission. Donc écoutez bien. Nous allons maintenant demander à notre premier invité de venir me rejoindre sur le plateau. Il est producteur et c'est aussi un ancien élève de l'Arfis dans la fin des années 90. Nous allons accueillir tout de suite Sylvain Godard. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup déjà, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, l'Arfis, c'était 97-98 et une année en 99 de stage, c'était une des premières années où il le faisait. D'accord. Bon, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? C'était pas vos locaux, mais j'imagine que c'est assez impressionnant. Non, c'était pas mes locaux. Déjà, merci de m'avoir invité. Et effectivement, à l'époque, l'Arfis était dans Quai Lassagne, toujours à Lyon, mais dans des locaux beaucoup plus petits. Je crois qu'on était 2 promos de 30, on devait être une 60aine d'élèves. Ouais, ça a bien changé. C'était beaucoup plus petit, ouais. D'accord. Mais c'est bien, ça prouve que ça a marché. Ça continue de progresser. Alors donc, vous avez fait l'Arfis en filière assistanat. Oui. Si les informations qu'on m'a données sont bonnes. Ouais, ça s'appelait, je crois, polyvalent à l'époque. D'accord. Vous avez notamment fondé une société de production que vous dirigez, qui s'appelle Comme une image. Quel a été votre parcours entre cette filière assistanat à l'Arfis et ensuite en fait, je suis sorti de l'Arfis au début quand je suis rentré, je veux dire. J'étais vraiment parti pour faire de la réal. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis, il se trouve que voilà, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert le documentaire, parce que j'étais parti plutôt pour de la fiction. Et puis, les cours en production, même s'ils n'étaient pas aussi fournis qu'aujourd'hui, ils étaient intéressants. Et je me suis dit, tiens, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'avais vraiment envie de monter. Je crois que j'avais une âme d'entrepreneur. Et j'avais envie de monter une société. Donc, j'ai pas pu la monter tout de suite après l'Arfis, parce que malgré mon âge avancé, déjà, à l'époque, j'étais obligé de partir sur l'armée. Donc, j'ai fait 1 an d'armée. D'accord. Qui m'a un petit peu... c'était pas génial. Encore, j'ai eu de la chance. Enfin, de la chance. Oui et non. En fait, j'ai fait le CPA. Et c'était déjà le cinéma de l'armée à l'époque, mais c'était vraiment une filière qui était en train de mourir. Il n'y avait plus de production, il n'y avait plus rien. Donc je suis sorti de là un peu déçu, et donc toujours cette volonté de monter la boîte, et j'ai créé Comme une image. Ok. Alors vous produisez du court-métrage, et on va regarder tout de suite une bande-annonce d'un court-métrage qui s'appelle Little Girl. On en parle tout de suite après. Ouais. On va bientôt partir. Je te promets. T'es qu'un menteur. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai coupé une branche pour faire un... Je t'ai interdit de t'éloigner. Dans la forêt, demain. Oui, on verra, mon amour. Est tombé ce matin sur terre. Il s'est cogné à la barrière. Alors Sylvain, on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Comment fait-on pour diffuser un court-métrage, par exemple comme celui-ci?
Et en gros, la diffusion, alors il peut y avoir des préachats de chaîne en premier, mais c'est pas pour autant que ça sera diffusé sur la chaîne en question. Après, le principal, le biais le plus commun, c'est le festival. C'est là où on va pouvoir le diffuser plus largement. Alors on a évidemment à Clermont-Ferrand, parce que je suis de Clermont, on a le festival du cours qui est une bonne fenêtre pour ça. Après, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place avec le streaming, et notamment des plateformes dédiées pour le court-métrage. Par contre, pour les diffusions télé, c'est compliqué. C'est quand même assez rare, parce que c'est un média qui est pas... très peu de cours. Exactement. Ouais. Donc c'est compliqué de vivre du court-métrage. Le court-métrage en lui-même fait vivre les techniciens qui travaillent dessus, parce que ça permet de leur faire des heures. Souvent, pour les intermittents, c'est intéressant. Ça permet de générer une économie, donc c'est quand même intéressant. Après, pour une société de production, dire qu'on vit du court-métrage, non, c'est clair. Quand on arrive déjà à être rentable, c'est bien. Quand on a des prix en court-métrage, ça permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ouais. Et voilà, c'est surtout en fait une carte de visite pour les boîtes de prod et pour les réalisateurs. D'accord, super. Merci infiniment pour vos réponses, ne bougez pas. Nous accueillons tout de suite un nouvel élève de l'Arfis, il est en première année. Il s'appelle Noah, on l'accueille tout de suite. Bonjour Noah, je t'en prie, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Alors toi, tu es en première année à l'Arfis, comment ça se passe? Ça se passe très bien, ça se passe très très bien. J'ai de plus en plus une idée de ce que je veux faire ici, donc c'est très bien. D'accord. Alors tu veux, toi, aller en production l'année prochaine, en filière production. Pourquoi tu choisis cette filière, du coup? Les deux choses qui m'intéressent principalement dans la filière production, c'est d'une part le management des équipes, mais aussi le fait de pouvoir suivre un projet de A à Z, voir sa naissance et aussi voir sa diffusion. Voilà ce qui m'intéresse dans la production. Alors justement, pendant cette première année, tu as déjà pu participer à la création de différents projets en tant que scénariste. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout nous dire comment vous avez fait pour diffuser, puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui? Alors pour la diffusion, on s'est principalement concentré sur YouTube, parce que c'est un moyen facile d'accès pour la diffusion et aussi pour la gratuité, c'est assez pratique. Et donc oui, on a eu l'occasion en fait avec d'autres personnes de l'école de faire quelques projets dans le cadre des exercices d'imagerie narration, donc un cours qu'on a au sein de l'école. Sylvain, est-ce que YouTube c'est un moyen de diffuser C'est un moyen de diffusion, ça c'est clair. Après dire que c'est... si vraiment on arrive à faire du buzz et que le court-métrage est très largement vu, oui, c'est intéressant. Si ça reste sur des vues à 2, 3, 4 000 vues, à moins de tomber sur le diffuseur qui va bien et qui va dire je le veux absolument, mais encore qu'en général, une fois qu'il est déjà diffusé sur ce genre de médias, une fois de plus, c'est une carte de visite, mais c'est plus exploitable. Parce qu'il n'y a plus d'exclusivité. C'est compliqué de gagner de l'argent avec YouTube, en fait. Oui. On peut être vu, un peu, ça peut être intéressant, mais après, financièrement... On peut utiliser ces chaînes à soi et effectivement, après, créer... on réfléchit aussi à du crowdfunding. Il y a quand même d'autres solutions de pouvoir... mais effectivement, YouTube pur, c'est compliqué. Et du coup, quand un réalisateur vient vous voir avec un projet, comment vous trouvez des distributeurs? Quel est un peu le parcours du combattant? Parce que je pense que c'est un parcours du combattant. En fait, oui, déjà on trouve les financements généralement, et le distributeur, les premiers qu'on va chercher, ça va être les chaînes, toujours pareil avec du préachat. Donc en général, c'est plutôt des chaînes hertziennes, même si maintenant il y a encore là-dessus des web TV qui peuvent aujourd'hui faire des choses, Netflix, qui se développent carrément. Ça fait du bien ou ça fait pas du bien Netflix au final? C'est une bonne chose? C'est une nouvelle façon de voir la télé, c'est tout nouveau, c'est plutôt... je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Après, sur le long terme, je sais pas, ça va être une économie différente, donc... Pour l'instant, ça reste le festival, en tout cas pour le court-métrage, qui est le meilleur moyen de se faire connaître. Notamment, je repars en Clermont, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais oui, effectivement, parce que Clermont, il y a non seulement le fait de faire voir le film à un public un peu large, mais il y a aussi le marché du film. Et là, on échange avec d'autres sociétés, des distributeurs évidemment, mais aussi des coproductions, des choses comme ça, qui permettent de monter des projets, de faire des choses un peu différentes avec d'autres financements. Voilà, d'accord. Ok. Bon, merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Noah. Merci. On va désormais accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Cyril Despontin. Nous regardons tout de suite, avant de l'accueillir, une bande-annonce d'un festival qu'il organise. Il s'agit du PIF, Paris International Fantastic Film Festival. C'était la 8e édition cette année en décembre. Enfin, non, c'était pas cette année puisque c'était en décembre dernier. On a déjà changé d'année. On regarde, on en discute après.
Alors, il travaille chez Wild Bunch Distribution et dirige également plusieurs festivals. Je vous demande d'accueillir chaleureusement notre dernier invité. Il s'agit de Cyril Despontin. Je vous en prie, prenez place. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Cyril. Alors, vous êtes directeur de plusieurs festivals. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On commence par ça. Oui, donc c'est des festivals que je fais à côté de mon travail, on va dire, salarié chez Wild Bunch, chez Wildside. D'accord. Donc, c'est des festivals que je fais avec des équipes toutes bénévoles. En fait, on fait ça sur notre temps personnel parce que ça nous éclate de faire des festivals de cinéma. J'ai commencé il y a 12 ans donc, sur Lyon avec le festival Hallucination Collective, qui est au Comédia. Et puis en arrivant sur Paris, j'ai décidé d'en monter un autre parce qu'en fait un seul suffisait pas, donc il m'en fallait 2 dans l'année. Donc ils sont à 6 mois d'intervalle et à côté de ça, je travaille du coup dans l'industrie cinématographique et je travaille donc dans la distribution chez Wild Bunch Distribution et Wildside Vidéo. Et alors comment on sélectionne un film pour un festival? Comment ça se passe? On en voit beaucoup, on en voit quasiment 400 pour le pif à peu près. On va tout azimut. On va dans des festivals internationaux où il y en a qui sont diffusés, où on demande des liens pour en voir, on en voit beaucoup de déchets, et on arrive à en sortir une quinzaine à peu près, qu'on estime à peu près bien, pour montrer à un spectateur, en fait, pendant une semaine, ils vont voir tout ce qu'on a vu, le nectar, le meilleur de ce qu'on a pu voir sur 6 mois à peu près de sélection. 15 sur 400. Ouais, à peu près. Et ceux que vous n'avez pas vus, vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas les voir? Est-ce que, du coup, ces films, ces 15 sélectionnés, parce que j'imagine que les autres, ils ne survivent pas du tout, mais est-ce que ces 15 films sélectionnés, ils ont, grâce à vous, grâce au festival, une vie un peu plus longue derrière? C'est marrant, parce que là, le grand gagnant de l'édition 2017, donc il y a 2 éditions, va sortir cet été en France, au cinéma, et c'était inespéré, parce qu'on pensait que ce film-là n'allait sortir nulle part. Il s'appelle Tigers and Not Afraid. C'est un film mexicain, réalisé par une réalisatrice, qui d'ailleurs a tapé dans l'œil de Del Toro. Il lui produit son prochain long métrage. Donc c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de prix avec ce film-là, mais qui n'était pas distribué pour la France. Et ça y est, quelqu'un va le sortir en salle en juillet. Et donc, on est très contents du coup. Incroyable. Et donc vous aviez une nez, vous aviez sélectionné. On a toujours le nez, quoi. C'est le PIF, le festival, donc forcément. Bravo. Il est parfait ce jeu de mots. Cyril, vous venez d'en parler aussi. Vous êtes complètement multicasquette puisque vous avez, en plus de la gestion de ces festivals, vous travaillez chez Wild Bunch Distribution et chez Wildside Vidéo. Pouvez-vous nous dire un petit peu quel est votre rôle dans ces 2 sociétés et quelle est la différence surtout entre En fait, c'est le même groupe. Wild Bunch, c'est des films en salle. Wildside, c'est des films en vidéo. Et en fait, dans les 2 cas, il y a de la technique à faire. C'est-à-dire qu'il y a des films à sous-titrer, à doubler, des extraits à fabriquer, des bandes annonces à fabriquer. Voilà. Donc moi, je suis dans la partie technique et je suis transverse. On va s'occuper d'un film pour la salle. Et forcément, on le sort en vidéo derrière. Donc on va suivre le film jusqu'à la vidéo. On doit fabriquer des spots télé. On doit... des doublages, des PAD pour la télévision, livrer à Netflix. Moi, j'occupe beaucoup de Netflix, en fait. C'est moi qui gère toute la partie technique de Netflix en interne. C'est livrer des films qui sont fabriqués, qu'on nous confie. Enfin, un distributeur, on lui confie un film et après, il doit le faire vivre. Donc, à la fois dans les salles, vidéo, à la télé. On fait des ventes télé, par exemple. Et voilà. Donc, moi, je suis la partie technique. On est une équipe de 6 et je suis dans cette équipe. D'accord. Alors, vous avez notamment travaillé sur Mirai, ma petite sœur. Comment est-ce que vous avez fait pour distribuer ce film? Alors, en fait, il y a un ayant droit qui l'a acquis pour la France. C'est la société Atanim, qui fait de la vidéo aussi, qui nous l'a confié donc, pour la distribution salle. On a eu la chance d'être sélectionné à la 15e des réalisateurs à Cannes cette année. Donc, l'année dernière, du coup, on a eu le film quasiment... il a été fini quasiment pour les dates du festival, pour Cannes, en fait. On a pu le montrer, on l'a sous-titré à toute vitesse, parce qu'il fallait qu'il soit sous-titré en français et en anglais pour la diffusion. Il a été montré, le réalisateur Mamoru Soda est venu présenter le film, ça s'est très bien passé, on a eu des très bons retours. Et le film est sorti après, beaucoup plus tard, en décembre. Il y a une longue vague de vagues d'avant-premières qui ont eu lieu sur la France, où le film a été montré plusieurs fois. D'ailleurs, le réalisateur est venu, il a fait une tournée, il est passé d'ailleurs par Lyon, je crois, il est venu au Comédia présenter le film. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on construit la durée de vie, la vie d'un film. On l'a, comment on va le marketer d'un point de vue de l'affiche, comment on va la bande-annonce, qu'est-ce qu'on va décider comme jalon, tel festival on va aller là plutôt. Enfin, c'est ça qu'un distributeur fait. Chaque choix, chaque décision est importante pour la vie du film. C'est un peu un vrai parcours du combattant, il faut se battre. Et c'est ça le distributeur, c'est son rôle en fait, c'est de penser la vie du film et de la sortie du film. C'est qu'en fait, un producteur, lui, s'occupe de fabriquer le film, et après, il le confie à un distributeur qui va s'occuper de le marketer, de le faire vivre et de le faire exister, de lui faire raconter une histoire, pourquoi le film est là aujourd'hui sur les écrans, pourquoi c'est celui-là qu'il faut aller voir et pas un autre. Voilà, c'est ça le travail du distributeur, c'est de créer une image et créer une identité autour du film, quoi. D'accord. Est-ce que parfois on se trompe, on fait pas les bons choix? Il y a qu'à voir les chiffres. On se fiche des fois, la sentence est des fois est dure. Là, on vient de sortir un film qui s'appelle Dragon Ball Super Broly, par exemple, encore de l'animation japonaise. Et là, ça a très bien marché. On a fait quasiment 100 000 entrées en avant-première, ce qui est énorme pour des avant-premières. Et là, la première journée est tombée mercredi dernier. On a fait 150 000, c'est très très bien. Donc on est très contents. C'est pas évident de sortir de l'animation japonaise en salle et
Voilà, quoi. Mais c'est pas forcément que vous avez mal travaillé, c'est que des fois le public, il y a d'autres sorties de films, il y a un facteur chance aussi. Il y a un facteur chance. Ouais. On a des fois, genre, on a sorti il y a 2 ans le film Star 80 numéro 2, le film est sorti le jour de la mort de Johnny. Je pense que là, on peut pas lutter, quoi. C'est foutu, donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut pas contrôler. Voilà. Voilà, mais c'est ça, on contrôle pas. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on contrôle pas, les événements en France, le temps, voilà. Et bien justement, on parle de diffusion en salle. On voit que ces dernières années, il y a eu des procédés techniques qui ont été mis en place. Il y a eu la 3D, il y a récemment la 4DX. Les nouvelles technologies, donc on a une vraie question qui est là, les nouvelles technologies sont-elles un nouvel argument de vente pour les cinémas ? Donc nous tenterons de répondre à cette question après avoir regardé un reportage des étudiants de l'Arfis. Ils sont allés justement au pâté Carré de Soie et ils nous ont fait un petit sujet sur la 4DX qui vient d'arriver il y a tout juste un an. On regarde, on en parle après. Pour que les nouvelles générations soient encore séduites par le cinéma en salle, il faut qu'on leur propose des arguments spectaculaires. Si on ne propose pas une expérience plus riche, plus réussie, plus aboutie que le simple poste de télévision dans votre salon, vous n'avez aucune raison de venir. Alors la 4DX, c'est un procédé d'origine sud-coréenne. La première a ouvert il y a à peu près 1 an à Carré de Soie, c'était une des premières en France. On a depuis ouvert une 4DX Pâté-Bellecour qui a très bien démarré, qui est plus petite, qui fait 80. Pour le grand public et pour les jeunes, c'est une occasion de voir un film dans les meilleures conditions. Ces fauteuils sont par 4, ce sont des salles de 80 à 130 fauteuils, animés de mouvements dans tous les sens. Vous avez des rails au plafond qui vous permettent d'envoyer de l'eau, de la neige, du vent, de la pluie, des odeurs, pour que votre expérience soit encore plus, entre guillemets, réelle. Absolute Cinema Experience 4DX. J'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs films en 4DX, dont Star Wars par exemple, qui était une très bonne expérience pour moi. Ça m'a vraiment permis de découvrir les sensations du siège qui bouge, le vent sur le visage, les intempéries, tout ça. C'était une très bonne expérience. J'étais placée tout derrière dans la salle et je trouve que c'est pas les bonnes places au fond parce qu'il y avait de la fumée qui arrivait devant. Je la voyais pas vraiment, mais sinon c'était assez bien réalisé. En général, c'est une bonne idée, c'est une bonne expérience. Alors Cyril, on vient de voir un sujet sur la 4DX. D'ailleurs, ça me donne envie d'y aller parce que j'ai jamais vécu l'expérience encore. Est-ce que vous pensez réellement que ça fait venir les gens en salle ? C'est en tout cas pas idiot de penser qu'il faut amener autre chose au cinéma maintenant pour attirer les gens. C'est que pendant très longtemps, la taille de l'écran, le son suffisait pour être un argument massu. Même le fait que le film sortait avant la vidéo, mais maintenant les délais se raccourcissent sur la chronologie des médias. Et surtout, maintenant les gens ont des écrans énormes chez eux. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie ? Bon, après, ça reste une sortie. C'est-à-dire que le cinéma, il y a un cérémonial, on y va, il y a quelque chose qui fait que c'est pas juste aller voir un film, c'est un tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, à proposer des écrans donc 4K, proposer donc des sièges qui bougent comme la 4DX, tout ça, c'est voilà. Ça, on n'aura pas chez soi. C'est un peu ce qu'ont fait les fabricants de jeux vidéo pendant très longtemps. Les salles d'arcade étaient équipées de modèles qu'on ne pouvait pas avoir chez soi que sa console. C'est offrir un peu plus aux spectateurs. Voilà. Après, c'est pas donné, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose qui coûte très cher. Au final, pour les cinémas, c'est un vrai investissement. Il faut qu'il y ait un retour. Donc, est-ce que ça va se développer ? Est-ce qu'on peut penser que... Les seuls à vraiment y croire en France, c'est Pathé Gaumont. Pour le moment, UGC reste sur des cinémas traditionnels. Ils font un peu d'opéra, de choses comme ça et tout, des diffusions live, mais globalement, ils restent sur des cinémas traditionnels. Gaumont, Pathé, vraiment, c'est une volonté de tester les technologies. Ils viennent d'installer le premier écran LCD au monde, enfin, pas en France en tout cas,
récemment à Paris. Le prochain arrive à Lyon à la fin du mois. Et donc voilà, c'est vraiment les seuls à tester des choses, à vouloir voir des choses. L'Atmos pour le son, par exemple. C'est les seuls à vraiment apporter une plus-value. D'accord, on verra ce que ça devient. Merci Cyril. Restez avec nous. Nous allons maintenant passer à l'instant web, où nous allons nous intéresser à quelque chose dont vous venez de parler. Il s'agit de la chronologie des médias. On regarde tout de suite un petit sujet pour savoir exactement de quoi il s'agit. La chronologie des médias, c'est quoi? C'est une organisation des différents délais de diffusion d'un film à partir de sa sortie en salle. Un film à sa sortie, il sort sur différents supports et à différents moments. D'abord dans les salles de cinéma. Après 4 mois, le film est disponible sur les plateformes de VOD à l'achat en location telles que Orange VOD ou Canal VOD. Au bout de 6 mois, le film passe ensuite par une diffusion à la télévision payante comme OCS ou Canal+. 17 mois, les plateformes de streaming dites vertueuses. À 30 mois, le film peut être diffusé sur les chaînes TV gratuites. Et seulement après 36 mois, il est diffusé sur les plateformes de streaming dites non vertueuses, à savoir Netflix, Amazon, etc. Pour qu'une plateforme puisse être qualifiée de vertueuse, elle doit respecter différents critères, notamment respecter la loi française, verser la taxe CNC ou encore reverser 3,50 € mensuels par abonné, quand on sait que Netflix compte environ 4 millions d'abonnés en France. Mais que faire face à tous les géants du cinéma qui sortent leurs films en exclusivité Netflix comme Scorsese ou Alfonso Cuarón? Comment fait-on pour les récompenser à Cannes, par exemple, ou les acheter en DVD? La réponse? On ne peut pas. Alors, est-ce que c'est juste, à votre avis? Cyril, on vient de voir ce sujet sur la chronologie des médias. Qu'est-ce que vous pensez de la question qui est posée à la fin du... Sur les films Netflix, Cannes et tout... C'est ça, qui sont diffusés en avant-première sur Netflix. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'il faut le faire? C'est leur problème, on va dire. S'ils ont acheté un film, c'est le leur, ils en font ce qu'ils veulent. Après, vouloir à tout prix dire il faut qu'il y ait une sortie salle et tout, bah tant pis, ils avaient qu'à pas l'acheter. Mais après, c'est des films qui souvent, je pense à Okja de Bong Joon-ho, qui avait été proposé à plein de distributeurs. Personne n'a voulu y aller. Et donc, Netflix a dit banco. Après, on va pas se plaindre qu'ils l'ont mis. Voilà. Au moins, ça a fait que le film existe. Après, c'est difficile de se plaindre derrière, alors personne n'a voulu financer à hauteur de ce qu'il aurait fallu financer. Après Netflix, bon, c'est curieux parce qu'on ne sait pas encore trop dans le temps ce que ça va donner. On ne sait pas si les films vont disparaître, si on ne pourra plus jamais les revoir ou pas. Là, je pense qu'il y a Annihilation de Alex Garland qui va sortir bientôt en DVD et en Blu-ray. Donc comme quoi, il y a des films Netflix, parce que souvent, ce n'est pas des films qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est des films qu'ils ont achetés sur une période courte. Et après, derrière, ça sort en vidéo. Donc on ne sait pas encore trop, c'est un peu trop jeune tout ça. Est-ce qu'elle est pertinente, cette chronologie des médias, en fin de compte? Il faut protéger la salle, ça c'est sûr. S'il n'y a plus cette fenêtre d'exclusivité aux États-Unis, il y a ça. Il y a le day-to-day, les films sortent d'abord en salle et très peu de temps après en vidéo, en VOD. Des fois même, la VOD, c'est avant, sur certains films un peu plus précieux, un peu plus compliqués à sortir. Et moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que ça tue l'exclusivité de la salle et du coup, à terme, ça va tuer les cinémas. Et on verra dans quelques années ce que ça a donné ça. Là, pour le moment, ça semble l'évidence, on veut Netflix et tout, mais c'est précieux ce que font les cinémas, le travail de faire venir les auteurs, les réalisateurs, de faire des tournées. Enfin, on n'aura plus ça après, ça sera la mondialisation, on balancera un film d'un seul coup et une semaine après, un nouveau film va arriver, va l'écarter. Enfin, c'est nouveau, on ne sait pas encore trop. C'est un peu trop tôt pour dire des choses exactes là-dessus. Très bien. Merci Cyril. Ne bougez pas. On va procéder à la question du web. Juste avant, un petit clin d'œil à un de nos étudiants qui est en filière production digital média en 3e année. C'est son anniversaire. Il a 21 ans aujourd'hui. Quentin Lacheret, bon anniversaire. Voilà. On revient tout de suite à notre émission et à notre question web auquel vous allez répondre, Cyril. Alors, avec tous ces services de SVOD, le cinéma est-il voué à disparaître? On était en plein dans le sujet, donc on peut continuer. Voilà, je me tais là-dessus. Non, j'en sais rien. C'est tellement absolu comme réponse. Non, on ne sait pas. Enfin, le cinéma traverse des mutations. Il y a eu la couleur, le parlant. Enfin, il y a plein de choses qui sont arrivées. Voilà, on sait pas. C'est peut-être trop... C'est nouveau, mais non, à l'époque, on disait que la vidéo, la télé, elle tué le cinéma, la vidéo, elle tué le cinéma. Enfin, ça, on le connaît maintenant. C'est ce truc régulier, donc je pense que non, c'est autre chose, on verra. Il y aura toujours l'événementiel, il y aura toujours des festivals. Peut-être que ce sera peut-être plus événementiel dans le futur. Il y aura peut-être plus des films comme ça qui seront montrés dans très peu de villes, ce qui est dommage finalement. Mais voilà, c'est trop tôt pour en parler, quoi. Je pense même que ça dépend des pays et de la culture. Nous, on a, je pense, en France, une vraie culture du cinéma. Oui, on a le pays qui sort le plus de films en salle. Voilà, on a plus de films étrangers qui arrivent en France. Et nous, enfin, vraiment, on a un choix de films toutes les semaines que peu de pays ont. Il faut savoir, la chance qu'on a, c'est quand même qu'on a beaucoup de choix chaque semaine. Mais aussi ce choix qui fait que certains films restent sur le carreau et ne fonctionnent pas. Voilà, du coup, il y en a peut-être moins. C'est ça qu'il faut. Voilà, c'est difficile à juger, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir pris le temps d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment pour vos réponses. C'était très, très éclairant.
Nous allons finir cette émission, je vous en parlais au début, avec un quiz sur le thème de la distribution. Alors, je vais poser 3 questions à 2 personnes qui vont me rejoindre sur ce plateau. Le but est d'être le plus rapide possible sur le buzzer et me donner la réponse. Celui qui aura gagné le plus de points repartira avec 2 places pour aller voir un film en 4DX. Alors, j'accueille tout de suite nos 2 candidats qui ont été sélectionnés en amont de cette émission. Les garçons. C'est vrai qu'on n'avait pas eu assez d'hommes dans cette émission, donc 2 garçons en plus, c'est parfait. Alors je vais prendre vos prénoms. Florian. Florian, enchanté. Et Arthur. D'accord, est-ce que vous avez bien compris les règles du jeu? Vous avez une petite cloche, un petit buzzer, je vais vous poser une question, le premier qui répond a un point. Alors on passe à la première question. Quel est le meilleur moyen de diffusion d'un court-métrage? Normalement, si vous avez bien écouté l'émission, on en a parlé au début. Les même pas eu le temps festivals. de donner les 2, mais vas-y. Les festivals Festival, parfait. de court-métrage. Allez, ça fait 1-0, bravo. Il a été très rapide, il va falloir te méfier. Hein. Il t'a piégé, je crois. Parce qu'en plus, je fais 2 propositions. Donc, on va essayer d'attendre que je fasse les 2 propositions. Sinon, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il va pas y arriver. On passe à la deuxième question de ce quiz. Quel est le nom de la société de production de Sylvain Godard? Attention, les 2 propositions. Comme une image ou Wild Budge? Wild Budge. Yes. Non. Oui, non, c'est comme une image. Oui. Ah oui, et non, du coup, ça fait le point à ton camarade. Mais oui, j'ai failli me faire avoir. T'as tellement été rapide. Oui, non, c'est pas ça. Ça fait 2-0. Ça va être compliqué de revenir. Oui. Mais on va quand même faire la dernière question. Quel est le premier cinéma de Lyon à avoir ouvert ses portes à la 4DX, pardon. Pâté Vèze ou Pâté Carré de Soie? Allez. Vèze. Il fallait marquer un point. Stéphanie, là, tu repars avec 0? Non, merci les garçons, bravo. Regarde, je te donne tout de suite tes 2 places de cinéma, mais du coup, tu peux l'inviter. Je t'invite, tu peux l'inviter. Merci beaucoup les garçons, merci. C'est la fin de cette émission. On remercie nos invités, on remercie les étudiants de l'Arfis d'avoir préparé cette émission. On remercie nos spectateurs qui sont là un peu partout dans la salle. Et on se retrouve cet après-midi avec un nouveau direct. Alors cette fois-ci, on sera sur les univers. À tout à l'heure. Merci beaucoup.